Très bien. Alors, bienvenue à tous ce webinaire Wake Up Product, notre rendez-vous mensuel de 45 minutes qui est destiné à tous les PM et à tous les PO en grande organisation, qu'elles soient publiques, privées, et ça pour échanger sur des sujets product. Alors moi, je suis Alice Villain, consultante PO chez OnePoint, et aujourd'hui, on va échanger ensemble sur l'accessibilité dans le cycle de vie du produit. On va en parler parce que cette année, c'est les 20 ans de la loi sur l'égalité des droits et des chances. Et il y a plusieurs modifications, plusieurs changements qui sont en train d'émerger, notamment pour les produits numériques. Donc, plein de questions se posent. Et il y en a deux que j'ai trouvé plutôt intéressantes de traiter aujourd'hui. Pardon pour ma voix qui est un peu éraillée. La première question, c'est en quoi les PO et les PM sont concernés par ces récentes modifications législatives précisément, et parmi les autres métiers qu'il y a et qui sont concernés. Et la deuxième, c'est en quoi l'accessibilité, elle est aussi bénéfique pour toutes les phases de cycle de vie d'un produit. Alors, on va pouvoir parler de ces sujets-là avec Henri Gaufriot qui est avec nous aujourd'hui. Henri, avant de te donner le micro, j'aimerais juste préciser à toutes les personnes qui sont connectées avec nous aujourd'hui qu'il y aura un moment qui sera dédié à toutes les questions et les réponses à partir de 9h30 et jusqu'à 9h45. Maintenant, Henri, tu es développeur front-end et expert OnePoint en accessibilité. Tu dis dans tes conférences que tu aimes parler d'accessibilité parce que d'abord c'est ton métier, mais surtout parce que pour toi c'est un vrai enjeu de société. Alors maintenant la première question pour toi c'est est-ce que tu dis ça parce que c'est surtout lié au handicap? Bonjour, oui, c'est vrai qu'avant d'aborder l'accessibilité numérique, je dois parler du handicap. Alors, le handicap, il y a une définition qui est très simple. C'est une limitation, une difficulté qui est rencontrée par une personne dans son environnement en raison de déficiences soit physiques, soit sensorielles, auditives et visuelles, cognitives ou psychiques. En fait, le handicap, ça se traduit la plupart du temps par des difficultés de déplacement, d'expression, de compréhension. Ça tient son origine d'un jeu anglais qui s'appelait le handicap, la main dans le chapeau, qui était pratiqué au XVIe siècle, où les différents joueurs mettaient la main dans un chapeau et piochaient des lots qui étaient donc à l'aveugle. Alors, il y a trois types de handicap en fait. On distingue le handicap temporaire, euh, donc un handicap, je veux dire, quand vous allez au ski, vous vous cassez le bras, pendant une certaine période, vous ne pouvez plus utiliser de souris, vous êtes embêté avec le clavier, et les gestes de la vie commune, votre environnement est affecté. Il y a le handicap situationnel. L'exemple que j'aime bien prendre, c'est l'exemple d'une personne qui a un bébé dans les bras et qui a besoin de vider l'eau des pâtes de la casserole dans une passoire et qui est gêné. Donc là, c'est un handicap qui est situationnel. On peut aussi prendre l'exemple du téléphone portable quand vous sortez du métro. Le contraste n'est pas bon et vous êtes gêné. Donc voilà, et il y a le handicap permanent, qui donc, comme qui est permanent. J'ai l'impression que dans le langage courant, on parle principalement du handicap permanent, alors qu'en fait il y a ces trois types de handicap qui c'est beaucoup plus large que ce qu'on pense. Oui, exactement. Et si on peut citer quelques chiffres aujourd'hui, on dit de façon empirique que 80 des handicaps sont invisibles. Et en fait, les personnes en fauteuil roulant, ça représente que 2 des personnes en situation de handicap. C'est pas grand-chose et pourtant, c'est l'illustration qu'on a choisie sur la slide. 1 personne sur 5 sont en situation de handicap, dans leur vie, par accident ou maladie et surtout 30 des seniors sont concernés par un handicap. Alors ça s'arrange pas en vieillissant. En gros, en France, on estime, en 2024, on estimait que 14,5 millions de personnes, c'est 20 de la population française à peu près, en situation de handicap ou ont un trouble de santé qui est invalidant. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE et l'adresse. Donc ce sont des sources gouvernementales et fiables. Ouais, donc j'ai l'impression qu'avec ces chiffres, avec cette définition que tu donnes, tout le monde peut être impacté avec le handicap à n'importe quel moment de sa vie, surtout en vieillissant, si je comprends bien, à 30 des seniors. Hem, mais du coup, heu, on peut être impacté par, notamment les notions de handicap situationnel et temporaire. Ça me fait penser à l'anecdote que tu m'avais racontée sur, les contrastes insuffisants. Peut-être que ça peut être intéressant que tu l'abordes, dans ce contexte? Oui, effectivement, c'est une anecdote que j'apprécie particulièrement. J'ai eu l'occasion de travailler sur un design system pour un acteur de l'industrie et donc on traitait de questions de couleur.
par rapport à la couleur de charte qui changeait. Et moi, j'ai posé des questions sur le contraste parce que les couleurs utilisées sur la partie numérique n'étaient pas conformes au RG2A, donc pas suffisamment de contraste. Et j'ai eu la réponse que j'ai souvent quand je parle de contraste ou d'accessibilité de manière générale. La personne a répondu: «Je n'ai pas d'aveugle dans mon équipe». Et du coup, je lui ai demandé: «Mais dans quel environnement il travaillait?» Et je le savais. En fait, il travaille en extérieur dans une zone de désert et gêné par la lumière. Et donc il me le confirme et je lui demande: «Votre application, elle tourne bien sur une tablette, comment ils font, je veux dire, de façon opérationnelle pour utiliser ce produit?» Et le client me répond: bah, c'est pas compliqué, ils sont gênés, donc ils rentrent dans le camion, ils vérifient leurs données et ensuite ils ressortent». Et là, je lui dis: «Bah, un contrat suffisant, il pourrait éviter un aller-retour inutile et gagner de précieuses minutes. Est-ce que vous y avez pensé?» Ouais, voilà, c'est ça. En gros, un contraste amélioré, ça améliore la qualité de vie de personnes qui sont pas en situation de handicap permanent, mais aussi situationnel. Cette anecdote, elle se passe sur une tablette. Est-ce que c'est pour ça qu'on parle d'accessibilité numérique? Oui, c'est ça, en fait, tout à fait. En fait, concevoir et développer des sites web, des applications, des services numériques d'une manière générale, qui soient utilisables par tous, et y compris les personnes en situation de handicap. En fait, ça implique qu'on vérifie la navigation au clavier, la compatibilité avec les lecteurs d'écran. On porte une attention particulière au contraste de couleurs, comme j'ai indiqué auparavant, ou qu'on travaille sur la clarté des contenus. En fait, l'objectif, c'est d'offrir une expérience équitable à tous les utilisateurs, quels qu'ils soient, pour leurs besoins et leurs capacités. Alors, l'accessibilité, c'est bien pour les personnes en situation de handicap, mais c'est surtout bien pour tout le monde, en fait. Alors c'est bien pour tout le monde, mais est-ce que tu peux nous en dire plus en quoi c'est si positif, pour, l'ensemble de la population, ou même pour les entreprises et les gens qui y travaillent? Bah, déjà, c'est positif pour le business. On atteint une population plus large. Pensez aux 14,5 millions de personnes dont je l'ai parlé tout à l'heure, dont les seniors et les handicaps temporaires. En fait, la mise en conformité d'Amazon aujourd'hui, elle n'est pas due au hasard. Amazon a bien compris qu'il pouvait capter d'autres clients et qu'aller chercher d'autres clients dans les populations en situation de handicap, c'était primordial. Beaucoup de sites de e-commerce l'ont pas compris. En fait, les bonnes pratiques, la sémantique et le contenu clair, ça a un impact réel sur le référencement. Un site accessible est bien mieux référencé. Donc c'est un peu comme p comme pour ton anecdote, améliorer le contraste, c'est un gain d'optimisation par opération carrément donc. Donc Exactement, mais c'est pas donc positif performance seulement pour économique ça. et ouais, d'accord. C'est positif aussi pour le design, en fait. Il y a des parcours utilisateurs qui sont optimisés, on fait des recherches avant de travailler sur une interface. Et du coup, elles sont compréhensibles, elles sont faciles d'usage, elles sont bénéfiques pour tout le monde. La navigation est fluide, les contrastes sont optimaux. On parlait de hiérarchie de contenu tout à l'heure, mais ils sont bien définis et on comprend mieux un contenu quand il est bien défini. Tout ça, ça augmente l'engagement et ça diminue le taux de rebond. C'est positif aussi pour le développement. Sur le code propre, structuré et maintenable, ça limite la dette technique. Ça facilite les évolutions, ça réduit les coûts de correction des bugs et on a un onboarding qui est facilité pour les gens de l'équipe parce que le code est lisible et on a une documentation. C'est plus facile pour tout le monde, en fait. Et enfin, c'est positif pour l'image de marque. On a une volonté d'inclusion, de responsabilité sociale quand on fait un site accessible et qu'on le montre. On améliore la perception de la marque et surtout, on a des gros atouts en stratégie de communication et finalement en recrutement parce que ça intéresse plus les gens de travailler dans une boîte qui a beaucoup d'éthique. En fait, en gros, l'accessibilité qui est meilleure, c'est moins de friction dans le parcours utilisateur. Ça améliore le taux de conversion, notamment pour les e-commerce. Les formulaires sont plus simples à remplir. Les processus d'achat sont optimisés, la compatibilité avec les différents dispositifs est assurée. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la sortie de SNCF Connect il y a 2 ans et demi. Bah, SNCF Connect fait un énorme travail sur l'ergonomie, sur l'UX, sur l'accessibilité. Et aujourd'hui, leur produit, c'est certainement un des produits les plus accessibles en France. Ouais, d'accord. Donc en fait, en bref, Henri, l'accessibilité numérique, toi, t'en parles et tu aimes en parler parce que c'est une question éthique, mais en fait, pas seulement, c'est un levier de performance, que ce soit business, marketing, design, pour le dev, pour, l'image de marque. Alors maintenant, si on rentre un peu plus, dans le projet, dans le produit, comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? En fait, avant de parler des projets, il faut avoir conscience du chemin qu'on va emprunter. Ça dépend du contexte. On peut avoir une application qui est toute neuve.
d'une page blanche, une application qui est un peu ancienne, un service qui a une dette technique, des spécificités, et tout est possible en fait dans notre milieu. D'abord, il faut comprendre le cadre réglementaire. En fait, l'accessibilité, c'est des normes et des référentiels officiels, des critères à respecter pour garantir la conformité des produits et garantir un accès équitable pour tous. En France, c'est le RG2A, le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, qui adapte les WCAG, c'est les règles américaines, édictées par le W3C, et ça impose des obligations légales au site public. En 2016, on a eu la loi pour la responsabilité numérique, République numérique, pardon, qui étend l'application de cette loi aux entreprises de plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et en 2025, l'European Accessibility Act, c'est un périmètre d'application qui change complètement pour nous. Donc on va avoir un périmètre plus large. Mais ça, je ne vais pas spoiler maintenant. Oui, on en reparlera, plus tard, oui. Des choses qui vont changer à partir du 28 juin 2025. Alors du coup, Henri, rendre un produit accessible, est-ce que c'est vraiment juste cocher des cases qui appartiennent à ces référentiels? Non, c'est pas vraiment ça. C'est surtout penser à l'expérience utilisateur dès le départ. On intègre du design inclusif, des tests avec des lecteurs d'écran et des bonnes pratiques de développement. Et elles se trouvent, où ces normes, ces référentiels? Effectivement, il y a des ressources qui sont à partir à l'aveugle. Le W3C, le WAI proposent des patterns de développement, des outils d'équipe pour accompagner une équipe projet. En France, il y a plusieurs ressources à notre disponibilité. Le RG2A permet d'évaluer et d'améliorer l'accessibilité des services numériques et le design system de l'État, design.gouv. Donc tous les composants UI accessibles, des conseils UX, de l'optimisation de l'expérience utilisateur et surtout un forum qui est très bien fait. Mmh. Alors j'ai l'impression qu'on parle, quand même énormément de design, du UX/UI, et de même de développement. Ça se traduit comment, concrètement pour, un PO/PM? C'est vrai que c'est technique. On parle souvent de technique. Après, c'est souvent le cas dans nos métiers. Mais comme tout ce qu'on fait dans nos métiers, ça va être organisé, testé, documenté et priorisé. Et ça peut garantir une intégration qui est cohérente tout au long du projet. Et ça, c'est le boulot des PM et des PO. Pour faire un projet accessible, en fait, il faut une équipe sensibilisée et formée, qu'elle comprenne les enjeux. Pourquoi c'est important, pour qui on fait ça, connaître les bases, la structure HTML, les contrastes, la navigation, au clavier, les lecteurs d'écran, enfin, toutes les outils d'assistance en tout cas. Une équipe qui teste tôt et souvent. Faut pas attendre la fin du projet pour corriger les écarts. C'est trop compliqué et ça ajoute trop de charges. En fait, dès le départ, il faut désigner un lead d'accessibilité, qui peut être le PO ou le PM, qui va centraliser les questions, les bonnes pratiques, qui va s'assurer que l'accessibilité est intégrée à tous les niveaux. On peut aussi identifier un leader accessibilité, un expert, qui peut accompagner l'équipe et fournir des retours précis et des améliorations possibles. En fait, chez OnePoint, nos équipes, elles sont sensibilisées à l'accessibilité. Au travers de notre organisme de formation, nos développeurs sont formés en continu et il y a aussi des certifications externes qui passent, comme celle d'Access 42 ou d'Upquest sur la qualité web. En fait, c'est une approche qui permet d'assurer une montée en compétences des développeurs et une meilleure prise en compte de l'accessibilité en tous nos projets. Alors, maintenant qu'on peut accompagner, et on sait que pour les PO et les PM, il faut avoir des bases, il faut comprendre certains enjeux pour accompagner son équipe. Heu, une grande partie des activités d'un PO se trouve au niveau des features, des user stories, dans le delivery. Est-ce que tu peux, aborder un peu plus ce point-là? Oui, c'est vrai, l'accessibilité, elle peut être dans les definition of ready. En fait, l'US, elle doit être prête pour le développement que quand elle inclut des critères d'accessibilité qui sont clairs et mesurables pour tout le monde. Définir les critères de conformité. On doit répondre, la story doit répondre à des standards d'accessibilité comme les RG2A. Donc ça, on l'indique. Elle peut spécifier aussi que le contenu doit être navigable au clavier, compatible avec un lecteur d'écran, avoir des comportements attendus qui sont inclus dans la story aussi. L'accessibilité est explicitement mentionnée, des tests de contraste, des tests d'affichage, expliquer comment on les fait et quels outils on utilise. L'accessibilité, c'est aussi dans les definitions of done. En gros, on l'intègre au début du processus, avant même de faire de macro-fonctionnalité. L'accessibilité ne doit pas être un aspect secondaire, mais c'est une partie intégrante du produit à chaque étape. On l'intègre dès la conception, chaque feature est pensée de manière accessible. Dès le design, la conception et le design. On n'attend pas les étapes ultérieures.
Les critères sont mesurables, on définit des objectifs d'accessibilité clairs et quantifiables. Une conformité RG2A, WCAG AAA, si on travaille sur un site international. Des tests utilisateurs, des validations par des outils d'audit au cours de travail. OK, donc ça, c'est au niveau des features, au niveau des definition of ready, definition of, done, et au niveau de la priorisation pour un PO, ça se passe comment? C'est vrai que c'est toujours plus facile quand il y a des feuilles blanches, mais on peut travailler sur un projet existant et ça nécessite pas beaucoup de changements, d'ajustements. En fait, il faut juste prioriser les tâches dans les sprints. On adopte une méthode qui est progressive. On fait un peu d'accessibilité à chaque sprint. On laisse pas l'accessibilité passer en dernier, comme je disais tout à l'heure. On l'intègre petit à petit, on teste à chaque étape. Il faut tester tout le temps, à tous les niveaux. Chaque sprint, on fait des tests, on vérifie. Chacun vérifie son travail et le PO vérifie le travail de tout le monde avant de dire que la feature est terminée. En fait, tout au long du suivi du projet, il faut éviter de créer une dette technique. On identifie tous les problèmes, on les résout avant qu'il y ait une coteau à corriger. Alors, est-ce que c'est au PO de porter toute la responsabilité de l'accessibilité dans son produit? Non, parce que l'idée, c'est pas que les PO soient les auditeurs, ni les testeurs. Ils ont beaucoup d'autres choses à faire et ils le font bien. En fait, de l'autre côté, on préconise des easy checks, ce sont des petits tests. Ces tests W3C permettent d'évaluer l'accessibilité d'un site web euh, sans nécessiter de réelles connaissances techniques, ni d'utiliser d'outils compliqués. En fait, ces tests-là, c'est une dizaine de tests qui permettent d'identifier des problèmes évidents. Et ça, c'est avant d'aller plus loin. Et ces problèmes évidents, quand ils sont réglés, on sait que le problème avec l'audit est moins compliqué. Les tests sont faciles à réaliser, donc tout le monde peut les prendre en main. Les chefs de projet, les designers, les développeurs et les testeurs. Et c'est une première approche avant l'audit. Alors, les easy check, à chaque sprint, c'est évident que c'est idéal. Nous, on préconise aussi de faire un audit RG2A en cours de mission, peut-être en milieu de projet, pour évaluer s'il y a des écarts ou pas, et éviter d'accumuler une dette technique. Du coup, les les easy checks n'appartiennent pas, au référentiel RG2A alors? Non, ça n'appartient pas au référentiel RG2A. Les easy check, c'est vraiment le B3C WAI. Mais en même temps, il est temps qu'on s'intéresse sur RG2A. Je pense que tout le monde est là pour ça. En fait, les tests, c'est simple. Le RG2A, ça porte sur sens sécurité et 13 thématiques, les images, les formulaires, navigation, structure, couleur, etc. Les critères qui sont présentés d'une façon simple, on a une définition du critère, des tests associés, jusqu'à 8, 9 tests, 10 tests par critère, et des résultats attendus. Donc c'est très facile, c'est technique, mais en fait, on a le déroulé des tests qui sont décrits. S'adresse à qui ces audits? Est-ce que c'est, directement au PO ou ils peuvent s'adresser aux développeurs, aussi? Alors, ça s'adresse un petit peu à toute l'équipe. Alors, on ne peut pas faire de restitution avec toute une équipe projet en même temps. Donc, quand on fait des restitutions d'audit, le PO est nécessaire parce qu'il va organiser le travail et les tâches à réaliser suite à l'audit. Le lead technique, le référent accessibilité et l'expert peut être aussi là pour l'accompagner. D'accord. OK, donc c'est surtout quand même au PO, d'où l'importance qu'il soit, formé, accompagné. Est-ce que tu as un toolkit, un outillage spécifique pour l'accompagner? Alors, le plus simple, c'est l'inspecteur de code du navigateur. Vous savez, vous cliquez droit sur le fond de votre page, examinez l'élément, vous avez le code source qui apparaît dans une console. Et là, c'est l'outil idéal. C'est vraiment l'outil de base. On peut accéder à l'arbre d'accessibilité, c'est avoir les contenus qui vont être rendus et accessibles. On peut aussi faire tous les tests avec ça. Les éditeurs se servent plutôt d'aides techniques, des extensions, des scripts, enfin plein de petits outils. Il y a aussi les lecteurs d'écran, les outils d'assistance. Lecteur d'écran, si vous pouvez utiliser NVDA ou JAWS pour écouter le rendu de la page avant de valider une feature, oui, ça permet de voir la restitution réelle des contenus, en fait. Côté développeur, il va y avoir tous les outils qui sont intégrés aux IDE et aux runners de projet, comme Axe ou Lighthouse. On peut évaluer l'accessibilité tout au long du développement, des tests automatisés qui permettent de détecter et de corriger les non-conformités en cours de route. En fait, ça renforce la qualité et l'accessibilité du produit. D'accord, donc l'accessibilité numérique, comme on a pu en donner une définition avant, ça passe
pour les PO par l'usage des fonctionnalités, qu'elles soient accessibles. Est-ce qu'il y a une approche qui puisse compléter cet aspect, technique et ces audits techniques? Oui, il y a des tests utilisateurs. Alors les tests utilisateurs, c'est bien pour évaluer l'accessibilité d'un produit au-delà des audits techniques, en fait. Les obstacles qui sont réels, qui peuvent être rencontrés par une personne en situation de handicap sur un parcours particulier. Par exemple, un achat de produit, valider un panier, s'inscrire à une newsletter, accéder à un contenu spécifique, créer un compte client. Tous ces parcours-là, s'ils doivent être testés par quelqu'un qui a des difficultés, qui est en situation de handicap, on peut ajuster l'expérience utilisateur. En fait, c'est au-delà de la technique. En fait, ils sont efficaces parce qu'ils doivent inclure des personnes au profils variés. On voit, différents profils de handicap. Je ne vais pas tout citer. La navigation au clavier, les troubles cognitifs, les lecteurs d'écran. On réalise ça en test en situation. On les met en vase clos, on travaille sur, une fonctionnalité et on en tire des enseignements. Et ces enseignements, en fait, heu ça permet au produit, même s'il est conforme aux normes déjà, d'aller plus loin et d'être facile à utiliser. Donc on garantit, en fait, une accessibilité réellement inclusive grâce à ces tests utilisateurs. On peut les trouver où, ces, tests utilisateurs? Comment on peut les réaliser? En fait, il faut réunir des panels, on s'appuie sur des associations spécialisées de personnes en situation de handicap et on a des panels d'utilisateurs qui peuvent être, proposés. Eux, ils facilitent la mise en place de ces tests et on peut recueillir des retours concrets. D'accord, très bien. Alors dans ce cas, là, on a abordé l'accessibilité numérique dans le produit. Comment ça se traduit concrètement pour, des PE, des PM dans leurs activités du quotidien et même plus globalement avec leurs équipes et en plus, avec, le toolkit pour accompagner aussi les développeurs. On en parle aujourd'hui de l'accessibilité numérique parce que, comme je l'ai dit, dans l'introduction, en fait, les 20 ans, de la loi pour le droit et l'égalité des chances. Est-ce que tu pourrais, Henri, maintenant nous faire un petit point juridique pour nous expliquer un petit peu ce qui change concrètement et comment ça va toucher, les PO et les PM d'un point de vue, plus juridique? En fait, tu parlais au début de cet entretien, c'est la loi de l'égalité des chances de 2005. Ça rendu l'accessibilité numérique obligatoire pour certains acteurs, le public, les entreprises de service public à vocation de service public. Initialement, l'obligation, elle concernait vraiment ces sujets-là. En 2016, on a une première extension de cette loi aux entreprises dont le chiffre d'affaires dépassait 250 millions d'euros, avec des sanctions qui étaient une mise en demeure, une sanction financière allant jusqu'à 50 000 euros pour non-déclaration, etc. En fait, ça a fait que 71% des sites aujourd'hui qui sont performants en accessibilité viennent du service public. D'autres, domaines sont un peu en reste. Le média audiovisuel, c'est pas extraordinaire. Le secteur bancaire est plutôt pas mauvais, mais le e-commerce est complètement à la traîne en Europe aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui se passe là maintenant? En 2025, comme tu le disais, on va avoir une surprise. C'est l'European Accessibility Act, c'est pas vraiment une surprise. Cette directive, elle a quelque temps déjà, mais la transcription, n'a eu lieu qu'en 2024 et donc cette transcription, hein, ça élargit l'obligation de conformité à plein d'entreprises du B2C. En gros, une entreprise qui a un chiffre d'affaires supérieur à 2 millions d'euros et qui a plus de 10 salariés, va être concernée par des besoins de mise en conformité, de déclaration d'accessibilité. Alors c'est un gros élargissement et en plus aujourd'hui, il y avait juste l'Arcom qui était habilité à imposer des sanctions aux entreprises. Et à partir du 28 juin, d'autres organismes auront cette responsabilité en fonction du secteur d'activité. Donc, il y a l'autorité des marchés financiers pour la Banque de France, voilà, différents organismes, et dont l'Arcom, bien sûr, toujours. Alors, cette obligation elle va toucher les services existants comme les nouveaux services. Les services existants vont avoir un délai de mise en conformité. Il n'y aura pas d'amende sur le service existant jusqu'au 28 juin 2030. Et au 28 juin 2025, tous les produits sortants devront être accessibles. Et quelle est les sanctions, en fait, que peuvent encourir justement ces nouveaux services qui selon, je sais pas, selon les secteurs ou selon, sa sa sortie? En fait,
Pour faire simple, les sanctions qui restent les mêmes pour les entreprises du service public. Donc 25 000 €, 50 000 €, du reconductible tous les 6 mois, s'il n'y a pas de progrès qui sont, réalisés entre-temps. Je peux citer l'exemple, des entreprises de e-commerce, par exemple. Heu, il y aura des mises en demeure et derrière des amendes de 3 000 € par jour, qui seront productives jusqu'à 300 000 €. 3 Donc 000 on € par parle de jour. sommes qui sont 3 000 € Ouais, par jour, oui. assez conséquent, ouais. Ouais, c'est conséquent. Donc le e-commerce, je pense que l'e-commerce bouge beaucoup. Moi, j'ai constaté aujourd'hui que les sites de e-commerce sont en plein mouvement. On voit des grosses différences sur la page d'accueil. Après, voilà, c'est important et je pense qu'ils en seront encore plus contents sur leur business derrière. D'accord. Henri, je pense que là, il nous reste, 3 minutes. On a abordé, ce que c'était l'accessibilité numérique, que ça concernait, heu, tout le monde, en fait, et pas que justement les personnes en situation de handicap comme, en fait, on peut le penser souvent dans le langage courant, et que ça se traduisait, sur plein d'aspects pour les PO et les PM. Hem Et que ça, c'était important de le faire parce que justement le 28 juin, il y a, ce European Accessibility Act qui va prendre effet et qu'il y a beaucoup de choses qui vont devoir être prises en compte par les PO et les PM pour leurs produits. Je pense qu'il reste donc 3 minutes, et je vais te poser une dernière question, justement si on se met un peu dans les chaussures d'un PO et d'un PM. Moi, c'est pas trop compliqué, mais plus pour toi. Hem, Si un PO et un PM souhaitent justement s'intéresser à l'accessibilité numérique sur leurs produits, qu'ils y connaissent un petit peu, qui sont sensibilisés avec, justement cette session, mais qui souhaitent aller plus loin, comment il fait? On peut contacter l'école OnePoint pour ça. Il y a des formations de sensibilisation. Aujourd'hui, dans les Back to Basics produits par l'école OnePoint, il y a aussi des sensibilisations au HTML, CSS et je sais que la formation qui a été donnée à Nantes il y a une semaine, il y avait des PO qui étaient avec nous. Donc je pense qu'il faut pas hésiter à se former, sur des petites bases et comme ça, c'est plus simple de remonter des bugs à des développeurs quand on leur montre qu'on est un petit peu dans leur monde aussi. Donc, il y a des formations et nous, on est disponible. Il y a l'équipe accessibilité chez OnePoint qui est à Nantes. Heu, donc, voilà, on est disponible pour tout ça. Donc il y a d'abord des certifications, il y a de la sensibilisation, il y a les normes, peut-être aller voir, les normes dont tu as Oui, parlé, les référentiels? exactement, on peut regarder les référentiels pour se renseigner sur des features particulières de nos produits. Regarder un petit peu ce qu'il y a comme règle, comment elles s'appliquent, comment ça se teste. Oui, c'est important aussi. Et tout ça, c'est disponible en ligne, hein, c'est plutôt assez simple à comprendre. C'est sûr que la formalisation, technique est des fois un peu compliquée à comprendre, mais finalement, c'est facile. Il faut juste se mettre un peu dedans. Ouais. Et Puis en encore une plus fois, on peut être accompagné par des équipes chez nous. Ouais, puis je crois que tu es en train de rédiger un article justement qui détaille un peu plus les aspects, légaux des modifications en ce moment, qui va sortir Exactement, bientôt, je crois. j'espère. J'espère, Ouais, on croise les doigts. non, non, il va sortir bientôt, il va sortir bientôt. Il est en cours de relecture. D'accord. Bon, très bien. Alors, dans ce cas, merci Henri, d'avoir, pu, nous parler un peu d'accessibilité numérique. Aujourd'hui, c'était le premier épisode, de, heu, de ce thème-là, puisque on va en faire un autre, dans un mois. On va parler d'un audit, en fait, plus précisément au secours, comment on fait quand on va recevoir un audit ou qu'on vient de recevoir un audit? Comment le lire, l'appréhender, et même ensuite l'insérer dans, les sprints qui arrivent. Alors maintenant, il est 9h30 et je donne le micro, aux personnes qui sont avec nous, et qui ont, pu écouter, nos questions et nos réponses en vrai. Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez soit, prendre, la parole, soit les inscrire directement dans le chat. Il y a une question de Mathieu Klein. Quid des clients publics, sans CA feront-ils l'effort? Les clients publics, ils vont être, sanctionnés comme tout le monde, hein, et même, de façon forte puisque la loi de 2005 continue à fonctionner. Heu, Très clairement, non-conformité, non-déclaration, ben, c'est 25 000 € ou 50 000 € reconductibles tous les 6 mois.
Donc oui, clairement, les clients publics doivent commencer à s'inquiéter de ça. Je pense que même si c'est l'Arcom qui va les tester, l'Arcom se met en ordre de marche pour ça. Évidemment, dès le départ, il n'y aura pas de sanction directe. On peut imaginer que l'Arcom va laisser un peu de temps, il y aura des mises en demeure. On sait que l'obligation est déclarative, donc c'est important aussi de mettre sur sa page d'accueil qu'on est conforme ou non conforme. Après, les clients publics sont aujourd'hui plutôt bien lotis. Il y a du travail à faire encore, mais c'est une partie du panel d'applications numériques qui ne m'inquiète pas trop, en fait. Alors, je crois Et qu'il y a... Mathieu, tu peux Oui, commencer à mettre un peu de pression au ministère. oui, je- c'est Véronique. Oui, j'ai une question. J'ai travaillé pour le service public. C'est vrai, le RJ2A, c'était très important. Mais en fait, quand il est testé, par exemple, pour les malvoyants ou les malentendants, en fait, il faut avoir un outil pour justement passer sur l'application. Et enfin, moi, en tant que PO, je ne l'avais pas. C'était l'expert RJ2A qui testait pour nous à l'époque. Après, maintenant, je ne sais pas si ça s'est comment on appelle ça, popularisé, mais quand tu disais qu'il faut avoir des associations, on n'a pas toujours ça sous la main en fait pour tester. Et c'est vrai, il faut former les développeurs pour qu'ils soient sensibilisés au RG2A. Donc, Oui, par rapport à ce que tu effectivement. dis et ce que j'ai connu il y a longtemps, j'ai l'impression que ça a beaucoup changé, tant mieux d'ailleurs. On va dire que c'est en train de bouger. Ça a mis le temps, hein, parce que pour la loi de 2020, de 2005, là, on est en 2025. Bon, voilà, ça bouge doucement, mais ça bouge. Euh, oui, après, voilà, le lecteur d'écran, l'installation d'un lecteur d'écran, c'est toujours pas forcément simple parce qu'on n'a pas forcément admin sur son poste, mais je pense que ça peut s'installer sur être administrateur. Aujourd'hui, VoiceOver sur Macintosh ou iPhone ou NVDA sur PC s'installe facilement. Euh, Quant aux utilisateurs en situation de handicap, c'est vrai qu'on n'a pas tout le temps possibilité d'avoir un panel de personnes enfin de payer un panel de personnes pour faire des tests d'usabilité. Alors oui, ça peut bouger. Moi, j'appelle ça de mes voeux, mais voilà, c'est un peu des vœux pieux. Mais voilà, je pense que là, ça commence à vraiment bouger pas mal. Mathieu, qui est intervenu tout à l'heure, on a travaillé ensemble sur un projet du MAE. Voilà, on n'a pas eu de panel, mais on a beaucoup travaillé sur les temps d'écran et je pense que lui, il a utilisé beaucoup. Donc, il y a une formation de sensibilisation, une formation d'utilisation de lecteur d'écran qui va arriver chez OnePoint à l'école bientôt. Donc, faut juste vérifier que vous puissiez accéder et puis on pourra vous former à utiliser l'outil. Et ça nécessite un peu de formation quand même, parce que on n'habite pas dans une page web de la même façon quand on est voyant ou non-voyant, on n'utilise pas la souris, on navigue que sur les zones sensibles de la page, les titres, les boutons, les zones cliquables, etc. Merci pour cette question. Merci pour cette question, Véry. Je propose de passer la main à Renaud. Une question? Merci Luc, et merci Henri pour la présentation. Et j'avais juste une petite question, le sujet m'intéresse en tant que PO. Tu parlais d'une formation au niveau de l'école OnePoint, mais j'ai pas forcément trouvé le bon libellé. Est-ce que tu as plus d'infos sur la formation qui permettrait d'avoir un vernis pour des gens de LinkUp? Alors, la formation qu'on présente, c'est une formation de sensibilisation. Je crois Ok, il y a plusieurs formats. Euh, il y a plusieurs formations. Là, on est en train de mettre en place plusieurs éléments. Il y a la sensibilisation. Je parlais d'une formation tout à l'heure de formation au HTML solide, enfin propre, on va dire. C'est dans les basiques. Donc là, il y a un groupe de formation pour s'appeler les basiques qui est en train d'être mis en place. On a donné la première session il y a 2 semaines à Nantes. Donc voilà, c'est apprendre les basiques du HTML, CSS. Et quelque part, ça vous aide à décoder le code source derrière, même si vous connaissez un petit peu. Ça vous permet d'avoir des armes pour discuter avec un développeur qui vous dit, ben non, en fait, je peux pas. Ah, en fait, si tu peux. Et là, c'est vrai que pas hésiter à se faire accompagner par des membres de notre équipe pour vous aider, en fait, dans ces discussions-là et dans le travail. Il y a un mail sur accessibility@grouponepoint.com. Mm. Voilà, donc n'hésitez pas.
on va Il y se a renseigner. aussi il y a une équipe Teams aussi. Il y a un canal Teams aussi. Voilà, Ok. on va se renseigner sur s'il y a des formations, une liste de formations, Renaud, qu'on peut transmettre. Sinon, globalement, il faut de manière générale contacter l'école, les RH, enfin voilà, donc pour se rapprocher, trouver votre référent qui peut-être peut en savoir plus. Mais en tout cas, voilà, donc par exemple, François-Xavier dans le chat mentionne qu'il y a une formation EasyCheck qui sera bientôt dans le catalogue de l'école. Voilà, donc on va voir si on peut trouver une liste un peu bullet point des formations. Génial. Renaud. Ouais. De Euh, toute manière, je de vous toute propose. manière, on en... Pardon, Luc, vas-y. ouais, c'est juste pour informer que de toute manière, après le Wake Up Product, on enverra une communication avec les points mentionnés et aussi avec une liste de ressources qui peuvent être intéressantes pour compléter tout ce qu'on s'est dit. Corinne, tu as une question? Oui, Ou bonjour. une remarque? Est-ce que les sales aussi, les directeurs de projet, enfin, tout le monde va être sensibilisé à cette accessibilité? Parce que bah, c'est important de le mettre en place dès le début, de monter les bonnes équipes. Bah, moi, j'ai vu sur un projet, on m'a dit que c'était pas prioritaire, alors que bah, c'est venu à la moitié du projet, quoi. Important de le mettre en place dès le début et que tout le monde soit raccord. Ouais, je pense qu'il y a une prise de conscience de ce côté-là et j'ai entendu parler de EasyCheck plusieurs fois dans les semaines qui sont passées. Je pense que c'est un peu grâce à toi. Et non, non, je pense qu'il y a une compréhension du besoin et clairement les clients commencent à être demandeurs. Donc il faut vraiment sur le test. Il y a des rapprochements aujourd'hui entre l'accessibilité et test IT qui sont en cours. Donc il y a plein de choses, plein de chantiers qui démarrent et je pense qu'on va se mettre en ordre de marche très rapidement pour pouvoir accompagner tout le monde. Et oui, Super. effectivement, tout le monde, ça veut dire aussi les sales et les DP. Merci. J'ai une question de Sabine qui demande: existe-t-il des protocoles de test accessibilité sous Squash et X-Ray? Alors, je connais pas ces outils. Moi, je suis un petit peu limité à Axe et Lighthouse. Peut-être que François-Xavier Hilaire, qui est un de mes collègues de l'accessibilité, pour les connaît, je ne sais pas. Moi, pour ma part, je ne connais pas ces outils. Justement, François-Xavier a pu répondre que NVDA propose une version portable qui ne nécessite pas d'être forcément administrateur. C'est déjà une piste de réponse. Mais pour Squash Et X-Ray, donc de Gérin, ouais, j'imagine. je vais regarder de mon côté et puis je reviendrai directement vers toi si tu veux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez une expérience peut-être avec le RG2A, je pose une question participant hein, pour le coup, une expérience qui s'est bien passée ou au contraire mal passée avec l'accessibilité que vous voudrez partager? Vous avez peut-être pris un KO un jour en voulant partager, en voulant mettre quelque chose en place. Est-ce que quelqu'un souhaite en parler? Oui, quand j'étais à la DILA, en fait, ils insistaient, bah, on avait un expert RG2A qui retoquait les codes des développeurs, justement pour que ce soit conforme, et il râlait souvent parce que les devs ne prenaient pas vraiment au sérieux ces critères. Donc constamment, c'était guerre entre l'expert et notre équipe. Donc, mais côté service public, ils prennent vraiment ça au sérieux à l'époque, en fait, en 2019. Donc oui, ça s'est très très mal passé. Donc, ils ne prenaient pas conscience. Donc, après, maintenant, je ne sais pas si tout le monde est en ordre de marche, mais voilà, ça a été dur. Hein. Ouais, j'imagine. Ouais. C'est vrai que l'essai qu'on a fait à Nantes qui était intéressant, c'était une équipe avec un expert intégré dans l'équipe et ça facilite vachement le travail parce que je pense que Mathieu qui était PO, euh, qui était vraiment sensibilisé et qui avait une bonne connaissance du sujet, a tout de suite intégré dans ses DOR et ses DOD tout ce qu'il fallait. Et ben, oui, au début, il y a eu, on va dire, de l'adhérence, hein. C'était un peu compliqué parce que les développeurs n'aimaient pas qu'on leur dise ce qu'il fallait faire. Mais finalement, c'est passé. Et puis, ils ont compris que c'était important. Je pense qu'aujourd'hui, ces développeurs-là qui sont à Nantes sont formés et continuent à faire de l'accessibilité. Même quand on leur en demande pas, ils font du code propre et ils font de la sémantique propre. Le truc, c'est que l'accessibilité, c'est aussi ça si
Si on le fait proprement dès le départ, en vrai, c'est accessible par défaut. C'est à ça qu'on devrait arriver, du accessible par défaut. Quant au code, on a des règles à suivre et si on les suit, bah, c'est accessible par défaut. Dans l'idéal, ce serait ça, dans un monde parfait. Est-ce qu'il y a d'autres expériences? J'ai une question, j'ai une question sur ma propre expérience. Là, aujourd'hui, je suis sur un produit qui est déjà existant, qui a été fait à la base avec absolument zéro, c'est service public, mais il a été conçu à la base, je pense, avec à peu près zéro notion de, j'exagère peut-être, mais proche du zéro sur ce qui concerne l'accessibilité RG2A. Donc maintenant, on a eu un audit, on est à 30% et quelques, voilà, parce qu'il y a déjà eu un peu de travail. Mais quand tu arrives sur un produit, d'accord, tu es sur un produit, tu fais peut-être un audit, un diagnostic sur cette maturité d'accessibilité. Comment tu conseilles Alors, les quand tu équipes arrives sur un pour produit qui est déjà existant, Oui, c'était ma question. en C'est fait, ouais, quelle est l'approche que tu mets sur les premières semaines, peut-être, ou les premiers mois pour gérer ça? en fait, c'est voir ce qui est possible. Dans l'idéal, identifier les parcours qui posent problème. Un parcours de login, d'accès à un service vraiment important de ton produit, ça, c'est d'être accessible. Donc, mettre la main là-dessus, dès le départ, c'est ces trucs-là qu'il faut peaufiner. Après, il y a des trucs qui sont bloquants, d'autres qui le sont moins. C'est pas parce que le critère n'est pas passé que ça marche pas complètement, mais globalement, il y a la criticité, elle peut être différente. On peut avoir des criticités majeures, on peut être bloqué par un bouton, par exemple, qui n'est pas accessible. Ben, on peut pas valider un formulaire et du coup, là, on est bloqué, on peut rien faire, la fonctionnalité ne marche pas. Alors que si le bouton n'a pas le bon contraste, ça peut se gérer. Et il y a des choses qui sont plus faciles à gérer que d'autres. Donc ça, c'est, je pense, beaucoup de discussions avec les équipes, voir euh, ce qui est compliqué, ce qui ne l'est pas, et identifier vraiment les points bloquants. C'est les points bloquants qu'il faut régler en premier, et ensuite, au fur et à mesure, tu avances. Et c'est, comme je dis, dans tous les sprints, un petit peu, un petit peu, un petit peu. Est-ce que, j'allais dire, parce qu'un petit à petit, est-ce que tu suggères du coup, est-ce qu'il faut intégrer ça dans certaines cérémonies, certains moments dans la vie d'un sprint, par exemple, ou Ah ben est-ce que ça oui, veut dire un peu là, du coup passer au peigne fin tout ton produit, page par page, ou fonctionnalité par fonctionnalité, des fois? ouais, c'est feature par feature plutôt que page par page. Mm. Après, tu as des pages qui vont se ressembler. Je sais pas quel est ton produit, mais si tu as des tableaux, les possédants, elles vont se reproduire de la même façon sur tous les tableaux qui sont construits, voir quel composant est impacté. Et ça, c'est beaucoup de travail avec les équipes, voir si c'est un composant qui va répercuter dans plein de pages, une pagination, une bas de page, par exemple, qui va être utilisée partout. Cette pagination, si tu la règles à un endroit, elle sera réglée partout, donc ce sera facile à régler. Euh, Un tableau, c'est pareil. Globalement, il est tout le temps construit de la même façon. Si tu as des choses très différentes partout, c'est compliqué. Mais vraiment, si dès le départ, c'est le parcours utilisateur critique qu'il faut régler. Et ensuite, tous les points par difficulté. Et faire des petits audits de temps en temps. En intéressant les équipes, avec les checks, en intéressant les équipes au test, tu les onboards un petit peu sur ton travail. Et ça les force à faire de la qualité. Et moi, je me rends bien compte que les développeurs aujourd'hui, ils ont besoin qu'on les accompagne et ils aiment bien faire de la qualité. Donc, globalement, ceux qui ont goûté, euh, ils y reviennent souvent. Ils aiment bien. Et ils font les choses, ils posent des questions et ils avancent. Et des fois, ça m'arrive de poser des questions à certains développeurs et ils me donnent des réponses par rapport à leur framework, à leurs produits, ce qu'ils ont fait. Et ça m'aide à avancer. Super. Bon, mais merci, Henri. J'espère que tu as pu répondre à toutes les questions qui se posaient un petit peu au dans les têtes des personnes qui sont avec nous. Comme je le disais tout à l'heure, on va approfondir un petit peu la notion de test, d'ici un mois. On vous enverra aussi une invitation pour nous rejoindre, avec un focus particulier sur, les audits, les lire, les comprendre, les appliquer, agir en fonction d'eux. Hem Il est 9h45 et je vous remercie d'avoir participé à notre webinaire, à notre Wake Up Product. Je vous souhaite une très bonne journée.